Madagascar, le président aurait été exfiltré par un avion militaire français. Un accord direct a été scellé entre le président Macron et le président de Madagascar, permettant l'intervention des forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Rajolina n'est pas qu'un allié. C'est un citoyen français naturalisé en 2014 qui était président à Madagascar. Officiellement, l'Élysée nie toute ingérence, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Cette opération ressemble furieusement à une extraction VIP, un rappel brutal des liens post-coloniaux qui lient encore Paris à ses anciennes colonies. Mais quels sont ces présidents africains qui, aujourd'hui, font semblant de gouverner nos pays, mais qui, à la moindre tension, n'hésitent pas à se réfugier dans des avions militaires étrangers pour fuir vers Paris ou d'autres capitales européennes? Pourtant, lui-même est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, avec des promesses qu'il n'a jamais honorées. Il a préféré orienter sa politique extérieure et économique vers la France, cultivant des relations étroites avec Paris dans divers domaines. Il a multiplié les accords avec la France, s'appuyant sur son statut de citoyen français obtenu en 2014 et sur des réseaux d'influence parisiens pour consolider son régime ou son pouvoir. La France, via l'AFD, a injecté des millions d'euros dans des projets d'infrastructures à Madagascar, comme la réhabilitation du port ou l'électrification rurale. Mais malheureusement, ces projets opaques ont surtout enrichi l'élite malgache proche du pouvoir et les partenaires français, tandis que la population continuait de subir des coupures d'électricité et une pauvreté endémique. Je rappelle que 90% des malgaches vivent. Réponse de Poutine à l'OTAN il y a quelques minutes. Si certains ont encore l'intention de se confronter à nous sur le plan militaire, eh bien qu'ils essayent. La Russie a souvent montré comment elle répond aux menaces. Et nous savons assurer la sécurité de nos citoyens et la structure de notre État. Nous réagissons vite. Il ne faut pas nous provoquer, car finalement, cela pourrait se terminer mal pour le provocateur. Pas inutile d'attendre une exception. Il n'en aura pas. Notre histoire a montré que nous ne pouvons pas nous permettre d'être faibles, parce que cela peut créer l'illusion de croire qu'on peut régler ça par la force face à la Russie. Qu'ils gardent ça à l'esprit. Les autorités européennes continuent leur crise d'hystérie. Ils voient la menace russe carrément à leur seuil. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ou alors ils sont totalement incompétents s'ils y croient vraiment, puisque c'est incroyable, impossible d'y croire. Ou alors ils sont malhonnêtes. Vladimir Poutine déclare que si l'OTAN, les pays européens, choisissent d'attaquer la Russie, ils découvriront comment la première puissance nucléaire mondiale répond aux menaces. Il ne ménagera pas ses efforts comme il le fait en Ukraine. Il n'y aura pas de demi-mesure pour eux. Pour assurer l'existence de la Russie, il déploiera tout le matériel nécessaire, y compris les armes jamais mises à l'épreuve sur le champ de bataille pour neutraliser la menace. Il prévient que si... Encore une fois, je crois qu'il faut éviter la caricature. Quand on dit que l'économie russe va très mal, elle va pas beaucoup plus mal que l'économie française à certains égards. Elle va même mieux si on regarde les hausses de salaire qui, même avec les difficultés actuelles, dépassent l'inflation. Il faut cesser aussi la désinformation. Quand vous regardez le niveau de vie en Russie, il est à peu près 10 fois supérieur au niveau de vie en Ukraine. Donc il faut aussi, je dirais, remettre les choses à leur place. Bon, je crois que c'est un petit peu excessif de dire ça. Oui, il y a des pénuries de main d'œuvre. Ça a été le cas en Russie depuis longtemps. C'est un problème structurel en fait. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'effort de conscription significatif. La plupart des soldats sont engagés dans l'armée, sont des professionnels. Donc il n'y a pas un problème de détournement de ressources civiles vers le secteur militaire à grande échelle. Des pseudo-journalistes se lèvent un matin et titrent: cette fois-ci, l'économie russe va s'effondrer. Bien. Pour appuyer leur titre sensationnaliste, ils invitent un expert en économie habitué de leurs émissions. Heureusement, celui-ci leur rappelle que ce qu'ils racontent n'est rien d'autre que de la désinformation et de la propagande, et que les faits, rien que les faits, montrent un tout autre paysage. Ce sont eux qui annoncent que la Russie a perdu 1 million de soldats, que le pays est à genoux, que l'Ukraine détient le missile Flamingo capable de changer l'issue de la guerre. La famille, s'il vous plaît, écoutez attentivement. On pensait qu'il y avait des sanctions contre la Russie, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Regardez ce qu'on apprend, que l'Europe a augmenté de 7% ses achats de gaz naturel liquéfié à la Russie. Voilà, c'est-à-dire que pendant les combats, le business continue en quelque sorte. Odani, c'est un propagandiste, c'est un pro-russe. Aux ennemis de la Russie, malgré les discours du président Macron et la russophobie qui envahit la toile,
la France a nettement augmenté ses achats de gaz russe. De janvier à juillet, Paris a doublé ses importations atteignant environ 4,4 milliards de mètres cubes de GNL russe, soit 2,4 milliards de plus qu'au premier semestre 2023. Au cours des 6 premiers mois de 2024, les livraisons de gaz liquéfié de la Russie vers l'Union européenne ont grimpé de 9% et non 7% essayé. Attention au mensonge. Donc, les premiers consommateurs, et devrais-je même dire, les premiers hypocrites sont la Belgique, la France et l'Espagne. Oh, le Mali, le Burkina, le Niger ne devraient surtout pas commercer avec la Russie. N'est-ce pas? La Russie serait en colonie